Dans la vie, fou. il y a ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. C'est surtout quand j'étais au micro de France Inter que j'ai senti un peu les limites, l'impact du métier de journaliste. Dans la banlieue, les quartiers nord de Marseille, c'est là qu'il faut mettre son micro. Il y a plein de gens qui ont des choses à nous dire et on ne les entend pas. Il y a un problème avec l'éducation nationale. On est l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe, où quand on est jeune, pauvre, on a toutes les chances de rester vieux pauvre jusqu'à la fin de sa vie. C'est une obsession chez toi, en fait. L'intérêt général. Je dirige la fondation BNP Paribas et le mécénat. On a des artistes, on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui galèrent, on a des mères célibataires, on a des gens qui font des choses héroïques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Isabelle Giordano. Bonjour Isabelle. Bonjour, The Bold Way. Comment ça va? On dirait une chanson de Sinatra, Bold Way. Ouais, c'est assez chantant, t'as raison, The Bold Way. Comment ça va? Très bien. Ouais. J'étais dans un café juste à côté, il y avait de la D'accord. musique de film, donc en général quand j'entends de la musique de film, je vais très bien. Très bien. Passionné, obsédé de films, Passionnée de par le cinéma, cinéma. obsédée, je sais pas, mais en tout cas Ouais. vraiment passionnée, ça coule dans mes veines depuis très 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 longtemps, ça me fait vivre, ça a changé ma vie. bien sûr. Et puis, heureuse de répondre à des questions, parce qu'effectivement, je pense que c'est un exercice assez intéressant de dialoguer, d'être dans le dialogue. Carrément. Alors, qui es-tu? Comment tu te présentes au monde quand on te demande de te présenter, Isabelle? Parce que tu as eu quelques carrières différentes. Comment tu te présentes aujourd'hui dans les Je soirées dis d'abord que mondaines? je suis une mère de famille, voilà, j'ai Ah 2 oui, c'est enfants. ça. Je Qui ont dis quel ensuite- âge? Allez, je te coupe 28 et direct, hein. 30 ans. Ouais. 28 et 30 ans. Voilà, ça Waouh. fout un petit coup, mais Ouais. c'est la réalité. Moi, ils ont 1 et 3 ans. Oh, c'est trop mignon, Ouais. trop mignon. Mais c'est dur. Ça dort pas forcément bien à cet âge-là. Ouais, non. Mère de famille, engagée. Je dirige la fondation BNP Paribas et le mécénat pour le groupe. Et puis par ailleurs, je fais plein d'autres choses à côté qui sont en fait qui répondent tous à la même ligne directrice. C'est comment est-ce qu'on fait pour être un petit peu utile et pour faire des choses cool avec des gens cool. BNP Paribas, Fondation BNP Paribas, c'est quoi? C'est la fondation, sans doute l'une des plus anciennes en France, une assez grosse fondation qui s'appuie donc sur une première banque européenne. C'est la première banque Voilà. européenne. Et qui a donc la chance de profiter de cette position de leader pour avoir un mécénat assez confortable, mais surtout très cohérent, avec des engagements très forts, notamment pour la jeunesse et l'égalité des chances. Donc je suis ravie d'avoir choisi, parce que je l'ai délibérément choisi, personne ne m'a forcé. J'ai choisi cette fondation parce qu'elle était puissante. Je cherchais en fait un moyen de réparer les injustices sociales, on va dire ça un petit peu vite. Je l'ai beaucoup fait avec un micro, notamment à France Inter pendant 6 ans. Et je me suis dit que voilà, d'aller voir des puissants, c'est un peu comme Zuckman ou comme Zorro. Voilà, je me dis d'aller là où il y a l'argent pour le distribuer ensuite aux plus pauvres. C'est vraiment des schémas extrêmement simples, mais pas du tout bisounours, parce que c'est quand même assez complexe à faire. L'ambition peut paraître un peu simplette, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, je sais que c'est un groupe puissant qui me permet d'avoir ensuite un mécénat puissant, Un impact à la puissant. fois en France et essentiellement en Europe et même un petit peu ailleurs. D'accord. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours et comment tu as décroché ce job, comment tu as été le chercher. J'ai fait un énorme sourire. Non, je plaisante. Ok. J'ai dit The Bold Way. The Bold Way. Ouais. Non, mais t'es venu. Comment ça se passe? Comment on est recruté en tant que. Ton titre officiel, c'est quoi? C'est président? Non, il y a un président, Yves Martrin-Chard, délégué et moi je suis général, déléguée générale C'est de la ça. fondation et Ouais. responsable du mécénat. Donc mécénat, D'accord. ça veut dire c'est l'ensemble du groupe, c'est dans 63 pays. Il y a des gens qui essayent donc d'aider ceux qui aident, donc d'aider des associations. Et mon rôle est de coordonner tout cela, et en France d'être plus active en essayant de construire un mécénat engagé, impactant, avec 2 outils principaux qui sont justement la recherche d'impact, que chaque euro soit distribué utilement. C'est très simple, il faut que 1 euro soit vraiment distribué de la manière la plus utile possible. Et le deuxième outil, c'est l'innovation sociale. Pas toujours très connue du grand public, mais on connaît bien l'innovation dans la tech. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est l'innovation sociale. D'accord. Et ça veut dire quoi l'innovation sociale alors? Faire en sorte que améliorer la vie des gens, mais si possible par des méthodes qui n'ont pas été utilisées jusqu'à présent et qui, pour la plupart, ont montré qu'elles ne marchaient pas forcément efficacement. Donc des c'est d'essayer de exemples? trouver les meilleures méthodes Ouais. pour essayer d'avoir un monde plus solidaire, plus fraternel, plus durable, plus écologique. C'est vraiment un but extrêmement clair, mais le chemin pour y parvenir est pas toujours simple, Pas toujours simple. avec pas mal d'embûches, mais on y arrive puisque ça dure depuis plus de 40 ans. Eh ouais.
Comment on chope ce job? Excuse-moi le terme. Non, pas du tout. Donc, du coup, moi, j'étais journaliste. Pour aller vite, j'ai fait beaucoup de choses à la radio, à la télé. J'ai eu aussi des activités dans le monde de la culture. Et c'est surtout quand j'étais au micro de France Inter que j'ai senti un peu les limites, l'impact du métier de journaliste, où j'avais beau dire à 2 millions de personnes qui m'écoutaient tous les jours, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. J'interviewais Cyril Dion, des tas de gens, etc. Mais voilà, je me disais, est-ce que ça va assez loin, surtout quand on fait une émission quotidienne? C'est vraiment, on est un peu pris dans un étau et voilà, un petit peu comme un hamster et ça va très vite. Et donc, du coup, comme grande banalité, comme beaucoup de gens, au moment du Covid, je tournais en rond dans mon appartement et j'ai voulu être plus utile que je ne l'avais été auparavant. Et donc, j'ai voulu travailler dans une fondation. Donc, j'ai fait Toc Toc, qui est une grosse fondation, la plus grosse au monde, Fondation Gates. Ensuite, j'ai été voir Obama Foundation. Ensuite, j'ai été aussi pas mal en discussion avec la Fondation Rolex et en 4e position à la Fondation BNP Paribas. Et j'ai vraiment trouvé là des interlocuteurs, surtout un interlocuteur qui partageait la même passion que moi, le cinéma, Antoine Cyr, à l'époque directeur de l'engagement. Et c'est comme ça qu'on a assez vite, après je vous passe les... Bien sûr, j'ai fait le petit parcours habituel, les entretiens d'embauche, etc. avec les personnes. Mais un projet, sinon j'imagine que tu viens avec un projet, l'envie d'être vraiment dans l'efficacité. Ce que j'avais déployé auparavant, pendant 6 ans, j'ai dirigé Unifrance, qui est l'organisme de promotion du cinéma français à l'étranger. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis dit que j'avais utilisé une méthode à base d'audace, d'innovation et d'efficacité. Voilà, très simple, en 3 mots. Et je me suis dit, je pourrais peut-être l'appliquer aussi au monde de la philanthropie, qui parfois souffre un peu d'être trop en silo, ou de pas être assez efficace, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu une méthodologie extrêmement simple que j'ai proposée et voilà, qui après s'est mis en place. Et je suis très très heureuse, surtout je suis très contente de ce que l'on fait avec une équipe formidable. Très bien. J'aimerais bien quand même revenir un peu en arrière, revenir sur tout ton parcours, parce que je trouve que c'est quand même toujours passionnant de comprendre d'où tu viens pour comprendre qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que t'amènes finalement ce monde des fondations. Refais-nous ton parcours rapidement. On remonte vraiment au début, là? Au tout début, ouais. On a une Cité La Brioche, Châtenay-Malabry, bâtiment B, 3e étage, porte gauche. Ça, on frappe. Bon, là, il y a une famille avec une maman guadeloupéenne, un père italien, 2 exils, on va dire ça comme ça pour aller vite, même si la Guadeloupe est un département français. Mais en tout cas, c'est des histoires de gens qui ont quitté leur pays pour construire autre chose. Donc, je pense que ça forge aussi quelque chose, même si c'est à base de non-dits. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais une espèce d'obsession, là je reprends le terme qu'on a utilisé au début de cette interview, une obsession qui est comment on fait pour qu'il y ait moins d'injustice dans ce monde. Donc là aussi, ça peut paraître... Ça commence dès le démarrage. Ah oui, ça commence comme ça. Je sais pas, tout ce qui est injustice m'irritait beaucoup. Mais c'était quoi les injustices que tu vivais à l'époque? Pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des gens qui mangent, d'autres qui mangent pas. Enfin voilà, je regardais comme beaucoup de gens la télévision, peut-être le fait aussi de regarder le journal de 20 heures, on prend conscience quand même des injustices qu'il y a dans le monde. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père était prothésiste dentaire, ma mère était secrétaire. Donc, c'est pas le lumpenprolétariat du tout. C'est la bonne classe moyenne. Après, on a immigré. On a immigré. Quel lapsus. On a déménagé. On a déménagé Paris 15e. Donc, pareil, c'est pas non horrible. plus... 15e, c'est pas terrible. les quartiers pauvres, c'est pas la banlieue pauvre. Donc, voilà, je peux pas dire que c'est l'histoire que je peux raconter comme ça. Genre, j'ai vécu comme Cosette et puis voilà, etc. Mais c'est surtout l'envie de changer les choses, d'être actif, d'être acteur et non pas subir. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est 3 ans de plus que moi. Qui était, personne n'est dans le milieu, ni associatif, ni dans la télé, ni dans le cinéma, chez moi. Et après, j'ai fait Sciences Po parce que j'avais envie, j'aimais beaucoup la politique, mais j'avais envie très jeune, depuis sans doute la 2e, la 3e, d'être journaliste. Et en fait, mon envie de réparer le monde, elle est venue déjà par le journalisme. J'ai été journaliste, après j'ai fait plein d'autres choses, et aujourd'hui, je dirige une fondation. Elle va vite en besogne, hein. Elle est terrible. Tu rêvais de quoi, petite? Tu rêvais d'être journaliste? Journaliste, et sinon, je voulais dessiner. Moi, j'aime beaucoup la peinture, les musées. J'aimais beaucoup la bande dessinée. J'aime tout ce qui est dans un cadre et j'aime tout ce qui est hors cadre. Donc, ma passion du cinéma est sans doute venue de là. Voilà ce que ça fait, les enfants de la télé. Oui, voilà. Bien sûr. Tu as grandi avec la télé, toi? J'ai grandi avec la télé, avec Anne Sinclair, avec Christine O'Krent, avec des modèles féminins très forts. Donc, je reconnais que les rôles modèles peuvent aussi être inspirationnels. Mais c'est vrai que le cadre, de se dire qu'il y a quelque chose qui est enfermé dans un cadre, et ça peut être absolument fascinant, que ça s'appelle la télé ou le cinéma. Et en fait, quand j'ai voulu être journaliste, je voulais être journaliste à la télé. Je ne voulais pas forcément l'écrit. Ok. Tu fais Sciences Po.
C'est facile pour toi? À l'époque, ça durait 3 ans. Ouais. C'était des études peut-être... On faisait des stages à l'époque? Il y avait des stages. Ouais. J'ai fait des stages à la télé. J'ai fait des stages Je dis ça comme si c'était il y a Télé 200 ans. 7 jours. Non, ça va. J'ai fait des stages au Centre Pompidou. Donc Au Centre déjà, il y avait la Pompidou. passion pour l'art. Non, c'était pas facile. C'est surtout que je me suis retrouvée sur les bancs de Sciences Po avec des gens qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui s'appelaient Arnaud Montebourg, Alexandre Jardin, Jean-François Copé. C'est drôle. Il y avait Bec BD qui n'était pas bien loin. Mais c'était une sacrée bande de joyeux lurons. Ok. Et chacun à notre manière. Ça a été décrit ensuite dans un livre d'Ariane Chemin, La promo 86. C'est vrai que chacun à notre manière, peut-être avec parfois un peu la grosse tête, mais on se disait, on va changer le monde. Voilà. Ok. Tes premiers pas à la télé, ça se passe comment concrètement? Comment tu rentres à la télé? À l'époque, avec beaucoup de chance, j'ai écrit plein de lettres avec mon CV et j'ai dit, je pourrais faire une chronique là-dessus, etc. Okay. Et donc, c'est venu comme ça. Tu rentres sur quelle émission? Alors, au début, j'ai travaillé sur Histoire d'un jour. Moi, j'avais une grande passion aussi pour l'histoire, la politique et l'histoire. Donc, j'ai travaillé pour cette émission qui était à l'époque à la fois sur France 3 et sur Europe 1 avec Philippe Alfonsi. Donc, ça m'a permis de travailler sur les sujets historiques. Et puis après, très vite, je vous passe les détails, mais c'est vrai que je suis arrivée chez Bernard Pivot et chez Michel Denisot. Ceux qui nous écoutent se rappellent sans doute qui était Michel Denisot, un peu moins Bernard Pivot, mais ça a été pour moi de vrais mentors et c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Je voulais pas faire des études longues, je voulais surtout être tout de suite dans la vie active. Donc j'étais sur le marché du travail à 21, 22 ans. Et surtout, je me suis dit, le journalisme, à mon avis, ça doit s'apprendre plutôt sur le terrain plutôt que dans les écoles. En tout cas, moi, j'avais envie de l'apprendre comme ça et pas dans Puis avec Sciences Po, tu fais tout, non? Et avec Sciences Po, ça donne une solide culture générale, un bon esprit critique. J'ai appris ça aussi de mes études. Et, ils sont terribles, les Sciences Po. Remettre tout en question, plan en 3 parties, thèse, synthèse, antithèse, etc. Mais en tout cas, j'étais vraiment très, très heureuse d'avoir ces rencontres humaines très fortes avec des gens comme Denisot. Eux, ça a été des rôles modèles pour le coup. Ah ouais, vraiment. Bernard Pivot, grande culture, grande exigence. Surtout, moi, ce que je retiens, travail. C'est vraiment, même Anne Sinclair, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, moi, ma vie, c'est 95% de travail, peut-être 5% de talent. Mais ça veut dire quoi, du travail? C'est-à-dire qu'il faut travailler ses sujets, il faut... beaucoup, être très exigeant, travailler ses sujets. Et c'est vrai que quand on est journaliste, et je le dis encore aujourd'hui, comme la profession parfois est un peu précarisée, les gens ne gagnent pas assez d'argent alors qu'ils ont cette noble fonction d'informer les autres. C'est comme de nourrir les autres, comme de soigner les autres. C'est très étonnant que les métiers du care, comme on dit, les métiers où on est tourné vers l'autre, où on les aide, sont des métiers bien souvent mal payés, qu'on soit prof, infirmière, policier, etc. Voilà, tout ça, ce sont des métiers sous-payés. C'est absolument pas normal. Mais du coup, voilà, le métier de journaliste, c'est, il faut le rappeler, avant tout, très très bien connaître ses sujets. Voilà. Et avoir un esprit, comme les mouches, à 360, pouvoir être capable de regarder devant, derrière, tout à la fois. Très rapidement, tu passes devant la caméra. Là, par exemple, j'essaye de regarder ce qu'il y a derrière moi. Je pense qu'il y a une jeune fille qui nous prend en photo. Qui est morte de rire. Et qui est morte de rire. Tu passes très rapidement devant la caméra. Comment ça se passe, ce switch? C'est Michel Denisot, il y avait un congé maternité. Laura Adler, à l'époque, faisait la chronique bouquin. Elle part en congé mat et Michel Denisot me dit « Est-ce que tu peux venir à l'antenne ?» J'avais jamais fait de télé de ma vie. Et donc, il m'a littéralement presque poussé devant le micro, devant la caméra. Et là, c'était quoi l'émission ? Ça s'appelait Demain, c'était à l'heure du déjeuner. Et j'aimais beaucoup cette émission. C'était un peu les préludes à la grande famille, là aussi. Ceux qui ont quelques années au compteur se rappelleront de Jean-Luc Delarue, Michel Denisot et tout ce qu'on pouvait faire avec des gens comme Jean-Pierre Coff, Jérôme Bonaldi. Voilà, je vous parle d'un temps où la télé était une espèce d'immense récréation, mais une récréation où on travaillait beaucoup pour donner l'image d'une récréation. Je me bats un peu contre le mythe de Canal, c'est la fête, etc. Surtout pas des glandeurs. Je pense que ça a été une école. C'est très très bien écrit par Michel Denisot dans son livre, qui est à mon avis un livre à distribuer à tous les DRH de France et de Navarre. Mais vraiment, c'est l'école de la recherche de l'excellence. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris à connaître toutes les strates d'un travail. C'est-à-dire que quand on fait de la télé, il faut connaître le travail d'un monteur, il faut savoir comment on manipule une caméra, il faut tout connaître, tout savoir. Et surtout, lui, ce qu'il nous disait, c'est... pour prendre du plaisir, il faut d'abord en donner. Enfin voilà, c'est la notion aussi de la télévision ou le média vécu comme une main tendue. C'est vraiment se dire que non seulement on donne des informations et on essaye de distraire les gens, mais c'est l'idée que voilà, il faut qu'il y ait du plaisir de part et d'autre. Pour en donner aux autres, il faut aussi en prendre soi-même, et c'est un espèce de yin et yang. Voilà, on peut mettre ça à la sauce que l'on souhaite, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait une sorte d'humanité qui se dégage derrière tout cela.
Et c'est vrai que ce métier que j'aime beaucoup, et j'y reviendrai certainement un jour ou l'autre, mais qui est de s'adresser aux autres, de leur parler, de dialoguer avec eux, d'être les yeux dans les yeux, et de se raconter des choses parfois intimes. Je pense qu'effectivement, c'est un métier qui aide. Moi, je pense qu'effectivement, quand on fait de la télé, quand on fait de la radio, quelque part, il y a toujours quelqu'un que l'on aide, même si c'est une personne. Il y a toujours une personne que l'on aide. Et ça, c'est incroyablement gratifiant, humain surtout. Ça te manque pas? Mais non, parce que j'ai l'impression d'aider. J'aide d'une autre manière. Moi, en fait, je fais journaliste chez BNP Paribas. Je fais la même chose, mais journaliste, mais avec des possibilités. Les similarités? Je pense qu'effectivement, on est en observation de la société, on est capable de voir beaucoup de choses, d'identifier les points de rupture, les failles, qu'est-ce qui ne va pas. Mais la différence, c'est qu'on arrive avec un carnet de chèques et qu'on peut dire, bon, là, on a repéré que ça n'allait pas. On va gueuler, on va dire effectivement injustice, stop, alerte, mais on va dire, on va trouver une solution innovante et impactante. Et effectivement, il n'y a pas que l'argent, on peut faire un chèque, mais effectivement, la base du mécénat, c'est de se dire que ce n'est pas qu'un carnet de chèques, ce n'est pas juste aider. Il faut quand même aider avec de l'argent. Il faut trouver des solutions pour changer. Il faut trouver des solutions. Après, il faut s'organiser, il faut construire un écosystème si possible et travailler en alliance surtout. Créer de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions. On ne peut pas faire le job à la place de l'État. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la fondation que j'ai la chance de diriger, c'est qu'on est focalisé sur la jeunesse. Et c'est vrai, c'est de se dire qu'en France, il y a un problème majeur, c'est qu'il y a un problème avec l'éducation nationale. On est l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe, où quand on est jeune, pauvre, on a toutes les chances de rester vieux pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Il faut 6 générations pour passer de pauvre à un tout petit peu moins pauvre et de monter, etc., à l'ascenseur social. Mais du coup, ces inégalités... ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même y remédier, mais l'État ne peut pas tout. Et il y a donc beaucoup d'associations qui peuvent aider par le mentorat, par toutes sortes de choses, etc. Des jeunes qui sont partis avec sur la ligne de départ, ils ont un petit peu plus d'embûches. Et j'aimais bien un jour quelqu'un qui m'a dit votre boulot, en fait, c'est ça, c'est d'enlever les bûches, pour pas que les gens se cassent la figure. Mais c'est vraiment ça. Mais ce qu'il faut, c'est à chaque fois trouver quelle est la meilleure des solutions. Qui n'est donc, je le répète, pas que le carnet de chèques. Ouais. L'éducation nationale, on peut ouvrir cette parenthèse. Non, mais pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Toi, parce qu'il y a plein de raisons, mais pour aller vite, je pense qu'effectivement, il y a une culture française qui est très punitive. C'est une école où on apprend une pédagogie qui est très négative par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où on pratique une pédagogie beaucoup plus ouverte, où on donne sa chance à chacun. Au lieu de dire t'es nul ou de lui mettre 2 sur 20, on va lui dire ça, tu n'as pas bien fait, mais là, ça, tu as bien fait, donc tu vas quand même progresser, etc. Donc les gens ont plus de confiance en eux. Et c'est moins anxiogène aussi dans d'autres pays. On a constaté que l'éducation française, elle rendait les gens très anxieux. Et effectivement, il y a donc à la base quelque chose qui ne va pas dans notre éducation. Après, il y a certainement d'autres choses qui ne vont pas. Beaucoup de syndicats qui ne représentent que certains enseignants, mais ce sont eux qui ont le pouvoir de discuter avec les ministres, etc. Toutes les réformes mises en place, et puis c'est un énorme mastodonte. Le DRH gère 1 million de personnes. Donc voilà, ce qui fait que c'est difficile à gérer, pas assez de souplesse, pas assez d'autonomie. Je ne vais pas lister tout ce qui va pas dans l'éducation nationale. Mais comment est-ce qu'on le change, ce truc? Parce qu'on ne va pas non plus attendre petit à 200 ans. Colibri, non, mais petit à petit, je pense qu'il y a plein d'assos qui font un super boulot. Notamment, j'ai cité le mentorat, c'est vraiment l'une des grandes clés qui permet à des jeunes d'avoir leur bac, et bien souvent leur bac avec mention. C'est quoi le mentorat exactement? C'est un adulte ou un jeune adulte, souvent un étudiant, je pense à la FEV, qui est une des plus grosses assos d'étudiants en France, qui pratique ce mentorat, où un étudiant va aider un jeune, collégien ou lycéen, d'un quartier prioritaire. Et je vous donne juste l'exemple, à Strasbourg, il y a tous les jours 600 jeunes étudiants qui prennent le bus, ou qui vont à pied, ou qui prennent leur vélo, et ils vont dans un quartier prioritaire où il y a des HLM, et ils vont aider des petits jeunes, plus jeunes qu'eux, à faire leurs devoirs. Voilà, c'est très simple. Mais c'est vrai que si en France, on pratiquait plus souvent le mentorat, c'est-à-dire que c'est un jeune ou un plus vieux qui va aider un plus jeune. Voilà, c'est une manière de s'entraider les uns les autres. Mentorat, ça s'appelle parfois le tutorat, le parrainage, etc. On appelle ça comme on veut, mais en tout cas, c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui marche bien. Donc en gros, voilà, aider les jeunes à être mieux formés, à être mieux éduqués. Après, on le déploie de toutes les manières. Donc, ça peut être par le mentorat, ça peut être l'accès à la culture, être plus cultivé, être mieux informé, ne pas céder à toutes les fake news, ne pas passer 5 heures par jour sur TikTok. Voilà. Aider les jeunes, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais le tronc commun de cette fondation, c'est de se dire on va aider les jeunes à s'en sortir. Et ça, c'est, à mon avis, une très, très noble ambition. Et on se focalise là-dessus.
On revient un petit peu en arrière. Tu passes devant la caméra. Elle va toujours ramener à son sujet actuel. Hein. Elle est trop Non, forte. non. Moi, je peux vous parler de Canal pendant des heures. J'ai Ouais, adoré ces années. J'y ai passé 15 ans. C'était formidable. Parlons-en pendant des heures. Ouais. Non, on va parler de la fondation surtout, mais... Vous voulez que je vous raconte les défauts de Michel Denisot? Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais, vas-y, balance. Et arrête de me vouvoyer. Oui, pardon, on se tutoie, c'est vrai. Alors, c'est quoi les défauts de Michel, je sais pas, je cherche. Non, ça a été mon mentor. Ouais, donc, il était parfait. Il a refusé de payer l'addition un jour où on déjeunait ensemble à Cannes. Voilà. Ah ouais, ok, très bien. Il y a des principes. Balance. Ouais. Non, tu passes devant la caméra et tu prends bien la lumière. Comment ça se fait? Tu as été média traîné, c'est naturel chez toi. Comment tu fais pour être aussi forte devant la caméra? Je n'ai pas été média traînée. J'ai beaucoup vraiment j'ai regardé comment travaillaient tous ceux avec qui je bossais. J'ai beaucoup appris de Jean-Luc Delarue, avec qui j'ai vraiment démarré. On a fait des émissions ensemble. Tu me fais une masterclass là, devant la caméra, de journaliste devant la caméra? Pardon, je n'ai pas compris la question. Tu me fais une masterclass? Je te fais une masterclass de comment on fait de la télé? Peux-tu me faire une masterclass de comment on fait de la télé? Non, ça j'ai vraiment du mal parce que je pense que chaque émission est différente. Mais qu'est-ce que t'as appris si de tu Jean-Luc? présentes le 20h, c'est pas la même chose que si tu fais une émission de divertissement. Ouais. Mais le principal, c'est de se dire qu'on parle à une personne plutôt qu'à des millions de personnes. Déjà, ça, c'est la base. Rester très naturel. Rester le plus spontané possible. Et là, je reprendrai la phrase de Godard, c'est que vraiment, je pense que ce qui se passe dans cet écran, c'est une forme de miroir. Il y a une morale dans tout ça, c'est que c'est comme une loupe. C'est plus qu'un miroir, c'est une loupe. Et donc, tout se voit. Et je pense que quand on regarde le visage de quelqu'un qui parle à la télévision, on voit s'il ment, on voit s'il est sincère, on voit qui il est. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très moral, en fait, dans la télévision. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu, c'est qu'on finit toujours par voir qui sont les gens. Et c'est ceux qui sont le plus sincères, qui durent, qui restent, qui arrivent à faire des choses en profondeur. Moi, je suis encore sidérée de voir que, alors que ça fait 20 ans que je ne fais plus le journal du cinéma, il y a encore des gens qui, toutes les semaines, m'arrêtent dans la rue et me disent, et là, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, qui me disent « Oh, j'ai appris telle chose sur le cinéma. Oh, j'ai été voir tel film. J'aurais pas connu Cronenberg sans vous. J'aurais pas eu l'idée d'aller voir tel et tel film si j'avais pas écouté ce que vous disiez à la télé, etc. » Donc, du coup, c'est fou comme on a un impact. Et je pense qu'on a un impact quand on essaye d'être dans l'archi-sincérité. Comment t'es arrivé au cinéma? C'était une passion dès le départ, hein? Ouais. J'aimais ce qui était en dehors du quotidien et du réel, ce qui arrive à beaucoup de gens. Hein. On n'aime pas toujours le quotidien, on n'aime pas toujours la réalité. Et l'irréel de vivre ailleurs, c'est formidable. Donc moi, j'ai commencé à aller au cinéma, je sais pas, quand j'étais peut-être en 4e. J'ai beaucoup aimé aller voir des vieux films, l'âge d'or américain. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup... je pense que c'est comme une picouse. C'est Sylvie Piala, la productrice, qui dit c'est une drogue et c'est mieux que toutes les drogues du monde parce qu'en fait, on y revient et c'est toujours de plus en plus bon, c'est toujours extraordinaire. Enfin, voilà. C'est quoi les films qu'il faut voir de l'âge d'or américain? Moi, je pense qu'effectivement, tous les films des Hollywood, années 30, 40, 50, Capra, Catherine Hepburn, Bogart, Bacall, etc., l'époque où vraiment il y avait beaucoup d'argent, les décors, les costumes, et on fait tout pour vous raconter une histoire qui va vous embarquer avec des scénaristes qui sont bien souvent en plus des écrivains qui ont une plume incroyable, de grands réalisateurs. Voilà, je pense qu'effectivement, vous partez, voilà, on est en dehors de la réalité. Donc, du coup, je suis venue au cinéma pour cela. Ouais. Et vraiment un peu par hasard, parce que je vous l'ai dit, moi, mon intérêt était plutôt porté vers la politique, l'histoire. Je suis venue ensuite au journalisme cinéma, mais je ne pensais même pas que je pouvais allier ma passion pour le cinéma, le journalisme, et je n'avais jamais vraiment connecté. Et le jour où Alain de Greff, paix à son âme, un autre de mes mentors, m'a dit on va faire une émission, ça n'existe nulle part au monde. On va faire une émission quotidienne, assez courte, mais comme un journal, qui raconte les nouvelles du cinéma du monde entier, tous les jours. Voilà, un peu le journal des bonnes nouvelles. Un peu ce que je fais. C'est marrant, je trouve des liens aussi avec aujourd'hui, parce que parfois, dans les couloirs de la banque, on me dit « tu nous apportes des bonnes nouvelles ». Donc voilà, je me dis qu'il y a un lien avec ce que je faisais auparavant il y a quelques années. Mais en tout cas, voilà, ça a été une formidable expérience. Et là aussi, ce qui m'a plu, c'est que ça n'avait été fait nulle part ailleurs, pour reprendre l'expression consacrée. Et je pense que dès qu'il y a de l'innovation, on est au bon endroit. Dès qu'il y a de l'audace, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « je vais faire un truc qui n'a jamais été fait auparavant », c'est forcément une bonne nouvelle. Trop bien.
La quotidienne, le quotidien, c'est pas mal quand tu dis trop bien quand je dis un truc. Ça va me donner confiance en moi. Trop bien. Ouais, mais tu sais que moi, c'est un tic de langage et on me le reproche maintenant. J'ai des commentaires. Arrête de dire trop bien, c'est insupportable. Non, mais c'est bien, ça me renvoie du plus. Trop bien. La quotidienne, comment on tient sur le long terme? Parce que le quotidien, c'est un truc de sportif de haut niveau, quoi. Et surtout, il faut donner à manger tous les jours. Et tu peux parfois avoir le sentiment de survoler les choses, j'imagine, quand tu t'occupes d'un truc que pendant une journée. Oui, c'est vrai que c'est l'écueil. Et en même temps, la réponse tient en un mot, c'est une équipe. Il faut avoir une très bonne équipe. Donc moi, j'avais la chance à Canal d'avoir une très bonne équipe de passionnés. Vous étiez nombreux? On n'était pas si nombreux que ça. De mémoire, on devait être... ça dépend si on compte les techniciens, etc. Ouais. Mais en tout cas, les journalistes, on était 4-5. Chacun spécialisé dans des domaines un peu différents. Il y avait les spécialistes du cinéma d'action, du cinéma d'auteur, etc., etc. Chacun avec des passions différentes. Donc, c'est la différence ensemble qui faisait qu'effectivement, on a formé une très, très bonne équipe avec des gens très différents qu'on met ensemble. Donc, très, très important. Et comment tu fais le lien? Eh ben, le lien, c'est qu'on avait tous la passion du cinéma et pas du même cinéma. Okay. Mais j'ai fait venir des gens et on a fait venir, en tout cas avec Alain de Greff, des gens qui venaient d'univers très, très différents. Et je pense qu'effectivement, ça évite la répétition. Et puis l'objet était tellement incroyable. Oui. On était, voilà. Enfin, la preuve, c'est que jamais personne n'a réussi à refaire la même émission que le Journal du cinéma. Ça a duré combien de temps? Bam. Ciao. Mais non, mais voilà, je pense que ça a duré longtemps parce que c'était un produit. C'était en tout cas une émission très formatée, très réfléchie, très conceptualisée, où on mettait beaucoup de choses dedans. Et après, on coupait, mais on gardait vraiment l'essentiel. Qu'on pouvait faire 1 heure d'interview de quelqu'un et on gardait que 5 minutes, mais on gardait le meilleur. Voilà, on pouvait interviewer Johnny Depp, Sophie Marceau pendant 1 heure, mais on mettait à chaque fois le meilleur. On y mettait beaucoup de sens, là aussi, dans la recherche de sens. C'est qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut dire que tel film est bien ou pas bien? Bon, on ne va pas se contenter de ça. Est-ce qu'on veut dire que dans ce film, il y a une personne qui cherche à faire en sorte de comment on aime ses enfants? Voilà, je sais pas, une question vraiment de fond. Voilà, on essayait à chaque fois de répondre à des questions de fond et pas juste tel film est bien ou pas bien. Non, ça c'est trop simple. Donc on allait chercher vraiment. Et là aussi, on cherchait l'humanité partout où elle était. Si on aime tel film, si on aime tel acteur, si on aime Leonardo DiCaprio, pour quelle raison? Et pourquoi tel acteur est une star? Pourquoi un autre n'est pas une star? C'est juste un bon acteur. Enfin voilà, on essayait à chaque fois de se poser des questions, mais vraiment niveau DESS de philo. En tout cas, on essayait de le faire le plus intelligemment possible et avec du sens. France Inter, c'était quoi la thématique? France Inter, j'animais une émission qui s'appelait Service public, qui était donc, comme son nom l'indique, consacrée au service public, mais également au service du public. Donc en fait, c'était une émission où on parlait beaucoup de l'intérêt général, qui peut se faire bien sûr par l'éducation nationale, l'hôpital, la poste, etc., tous les services publics. Mais l'intérêt général ne se fait pas que dans les services publics, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'invitais aussi beaucoup d'activistes, de gens qui défendaient l'intérêt général. Je trouve qu'il y a des journalistes, par exemple, dont on ne parle pas assez, qui sont des journalistes, mais à mon avis hors pair, qui connaissent beaucoup de choses. C'est les journalistes conso. Dans le journalisme, il y a un peu les bons, il y a ceux qui sont sur le strapontin, il y a ceux qui ont la carte, ceux qui ont la classe. Quand on est journaliste sportif, on est soi-disant moins bien qu'un journaliste politique ou moins intelligent. C'est quand même dingue. Et journaliste conso, c'est vraiment souvent, c'est devenu un petit peu plus... C'est quoi le conso? Conso, c'est tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète. D'accord. Donc ça peut être, Et du coup, je trouve que c'est revenu quand même un petit peu plus en odeur de sainteté. Maintenant, il y a des chroniques conso dans les JT de 20h, etc. Mais à l'époque où je le faisais, c'était pas ça. Et moi, je m'aidais beaucoup de journalistes qui étaient à 60 millions de consommateurs et qui travaillaient dans plein de services conso, etc., dans plein de journaux. Et j'ai appris beaucoup grâce à eux. Et voilà, en gros, c'était la défense du consommateur et du citoyen. Trop bien. Okay. On a mené des combats, je dois dire, formidables, sur le bisphénol A. Voilà. Si aujourd'hui, il y a moins de biberons qui vont filer des polluants aux bébés avec des tétines en plastique, on a un tout petit peu contribué à ce que ces produits soient interdits. Voilà. Parmi les quelques combats que j'ai pu mener. C'est une obsession chez toi, en fait. Vraiment, l'intérêt général, le bien commun, etc. Ça fait vraiment partie. Mais est-ce que c'est normal si vous avez un bébé et qui suçote une tétine ou s'il bouffe des produits transformés où il y a des produits cancérigènes dedans, etc. Non, est-ce que c'est normal? Dans la vie, il y a ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Injustice. Voilà. C'est juste ça.
Et ça peut me mettre vraiment en colère. Ouais. Et ça te donne Là, beaucoup j'arrête de d'énergie. sourire. Ouais, carrément. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le fais toujours avec beaucoup de sourire. T'es très combative, tu peux être très dur. Oui, c'est très ce que violente. j'appelle l'humanisme énervé. Donc l'humanisme, on a toujours une forme de douceur, mais énervé, parce que j'ai remarqué, et j'ai voulu apprendre comment on fait pour mener de grands combats. Et les gens qui ont mené de grands combats, c'était des gens énervés, mais avec de l'humour ou du sourire. Mon modèle, Coluche, bien sûr, mais il y a également Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre. J'ai adoré quand j'ai vu le film sur l'abbé Pierre. On n'avait pas encore découvert plein d'autres choses sur l'abbé Pierre. Mais en tout cas, il passe son temps à taper dans les portes et à ouvrir les portes avec le pied. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'effectivement, c'était la démonstration que quand on veut arriver à quelque chose, il faut parfois utiliser la force, la force, la force du langage, etc. etc. Je ne vais pas revenir aussi sur les Nelson Mandela, etc., sur tous les gens qui ont mené des grands combats. Mais si vous regardez bien, il y a quand même toujours une forme de force, de colère, mais la colère positive, c'est-à-dire que celle qui amène à quelque chose de concret derrière, qui n'est pas stérile, c'est pas juste gilet jaune et compagnie, c'est vraiment, il y a quelque chose de constructif derrière, et c'est vrai que si on peut le faire avec du sourire ou de l'humour, parce que l'humour, on est une très très grande arme, je pense qu'effectivement là on arrive vraiment à ses fins. Très bien. Trop bien. Ok, la suite, après cette carrière de journaliste qui a duré 15, 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est ça. Ouais. 15 ans Canal, 5 ans et un petit peu plus même à France Inter, parce que j'ai animé une émission que j'ai adorée. Si vous avez le goût des archives, Le Monde selon WAM, c'était une émission que j'ai fait pendant 2 ans, le samedi après-midi. Pareil pour les jeunes, sur France Inter. Sur France Inter. Et c'était avec les ados. Et ce qui était bien, c'est que c'était eux qui étaient vraiment invités, co-rédacteurs en chef avec moi. On faisait l'émission. Et c'était une manière de montrer que les jeunes, je trouve qu'on ne leur donne pas assez la parole. On devrait faire cette chronique aujourd'hui à la radio quelque part, leur donner vraiment la parole. Mais quand on va dans les cours de lycée, dans les cours de collège, ils parlent de plein de trucs. Ils ne parlent pas que de musique et de TikTok. Ils parlent de l'actualité, peuvent parler de Sarkozy, peuvent parler de plein de sujets. Ils ont souvent des réflexions intéressantes, intelligentes. On ne les entend pas. Voilà. Et donc, j'ai adoré cette émission. Vraiment, il se passait beaucoup de choses. C'était vraiment de la radio telle qu'on ne l'entend pas ailleurs. Et oui. Audace, innovation. Bien sûr. Une émission vraiment conçue pour les jeunes. Et je peux vous dire qu'il s'est passé des choses dans cette émission. Et j'ai adoré inviter. J'invitais donc des jeunes, des jeunes lycéens, etc. Mais des jeunes aussi qui performaient. Je me rappelle avoir interviewé le plus jeune chef d'orchestre en France. Et je vois qu'aujourd'hui, maintenant, il mène une carrière de dingue. À chaque fois que j'ouvre un programme de l'opéra, etc., et je vois son nom, Lionel Bringuet. À l'époque, il avait 19 ans. Et c'était génial d'inviter aussi des jeunes qui n'étaient pas encore stars, prometteurs, et de voir après tout le parcours. Etc. C'était quoi les sujets qui étaient abordés, par exemple ? La sexualité, les relations, la tradition, les relations entre parents et enfants, tous les sujets qui étaient dans l'actualité. En fait, on reprenait les sujets d'actualité, mais ils étaient vus à travers le regard des jeunes. Et c'était très intéressant de voir comment des jeunes, pour éviter d'avoir on a un peu tous la même culture, un peu tous la même manière de voir les choses. Mais les ados ne voient pas le monde tel qu'on le voit. De même que les enfants, à une époque, il y avait quelqu'un qui faisait des micro-trottoirs d'enfants, et on voit bien qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Et j'entendais à la radio, pas plus tard que ce matin, Panayotis Pasco, qui parlait de sa petite nièce de 6 ans. Il lui demandait c'est quoi le sens de la vie. Et est-ce que la vie, c'est dur ? Elle disait oui, c'est dur, c'est très très dur la vie. Le sens de la vie, c'est jouer. Et lui, il ne comprend pas pourquoi une enfant de 6 ans dit pourquoi la vie est dure. Il dit si, c'est dur, il y a un truc qui est dur, c'est le calcul mental. Et j'adore cette manière de, comme au cinéma, on déplace la caméra, tout d'un coup, on a une autre vue sur la réalité. Là, on voit la réalité d'une autre manière. Et voir le monde à travers les yeux d'une enfant de 6 ans ou d'un ado de 15 ans, qu'il soit dans un lycée chic à Paris 6e ou qu'il soit dans la banlieue dure de Strasbourg ou les quartiers nord de Marseille, c'est là qu'il faut mettre son micro. Il y a plein de gens qui ont des choses à nous dire et on ne les entend pas. Donc là encore, je le redis, je trouve que ce que j'adore dans mon métier, tous les jours, j'ai l'impression d'être face à des gens qui me disent, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, on est invisibilisés, on existe, on est là, mais on ne nous donne jamais la parole, on ne nous voit jamais dans les médias, sauf quand ça brûle, etc. Blablabla. Mais on a plein de choses à dire. On a des artistes, on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui galèrent, on a des mères célibataires, on a des gens qui font des choses héroïques, on a des gens qui galèrent aussi, mais voilà, on ne parle pas de nous.
pour revenir sur France Inter, et même à la télé, c'est toi qui proposais des concepts, tu proposais des choses? Ça m'est arrivé de proposer. J'ai eu aussi la chance d'avoir des directeurs des programmes qui m'ont proposé. Donc, service public, ça m'a été proposé par, à l'époque, Frédéric Schlesinger, Canal par Alain de Greff. Et il y a toujours un moment donné où, quand on produit sa propre émission, même si on nous a donné le concept, on peut le mitonner, le cuisiner à sa façon. Et on le co-construit, bien sûr, toujours avec une équipe. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le métier de journaliste, c'est qu'on ne peut pas être journaliste tout seul, avec un stylo, un papier peut-être. Ouais, et encore, il faut toujours une équipe, il faut toujours des caméramans, il faut toujours des réalisateurs. Et c'est ce que j'aime. J'aime le travail d'équipe. J'aime pas travailler seul. Bien sûr. Et après, tu passes chez Unifrance. Alors, Unifrance, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Unifrance, c'est l'organisme qui est chargé d'exporter le cinéma français à l'étranger et qui dépend du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un système public, mais qui s'adosse aussi, c'est comme une fédération professionnelle, qui s'adosse à tout le milieu professionnel. Donc, il y a à la fois des fonctionnaires, mais il y a également des gens qui représentent les gros, les petits, les moyens. Donc, à la fois un petit producteur qui vient de faire son premier court-métrage, mais également le patron de Gaumont ou Pathé. Donc, j'aime beaucoup déjà cette mixité. C'est des gens différents, ensemble à la même table, qui vont dire on a un seul objectif, on veut exporter le cinéma français, on veut vendre des films et on veut que ça rayonne. Il y avait 2 objectifs, donc le rayonnement culturel et le côté business, il faut vendre des films français. Et c'était très intéressant d'aller ensemble à la bagarre, comme le font très bien les Américains. Donc, ils ont appelé ça le soft power. Ils ont fait la même chose avec les jeans, avec le Coca-Cola après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont dit, on a une industrie, c'est Hollywood, la machine à rêve, et on va déverser ça dans le monde entier. Et effectivement, moi, je les ai vus faire sur le terrain. J'ai beaucoup appris d'eux aussi. Et c'est vrai que quand ils arrivent en Chine, ils arrivent tous ensemble, au même moment, et en ordre de marche. Et c'est formidable. Nous, les Français, et c'est comme ça dans tous les métiers, j'ai beaucoup étudié le commerce extérieur, on y va, mais on y va. Il y a Besson qui va en janvier. Après, il y a Olivier Assayas qui va en avril. Et après, il y a Sophie Marceau qui va pour autre chose au mois d'octobre. Donc, ça ne donne pas une image très complète du cinéma français et on ne va pas ensemble conquérir un marché. Mais ce qui est intéressant avec Unifrance, c'est que pendant 6 ans, on a pu essayer de s'organiser, de trouver des idées innovantes et audacieuses pour vendre ce cinéma qui est le 2e exportateur mondial de films. C'était quoi les idées innovantes et audacieuses? Par exemple, de se dire que le cinéma français avait une caractéristique. Ce n'était pas un cinéma comme le cinéma américain, ce n'était pas un cinéma d'action, ce n'était pas seulement un cinéma d'auteur comme on le résume souvent à cette image. C'est un cinéma qui touche le cœur. J'ai fait faire un sondage dans plein de pays, une 15aine de pays, de la Corée du Sud à l'Espagne, en passant par le Japon, les États-Unis, pour demander à des cinéphiles comment vous trouvez les films français. C'est quoi un film français? Ils m'ont tous répondu la même chose. C'est un cinéma qui nous parle au cœur, pas qu'à la tête, mais au cœur. Donc voilà, à partir de cette image de marque, on a déployé des outils de communication. Et ensuite, on a essayé de trouver aussi qu'est-ce qui faisait la spécificité, qu'est-ce qui faisait que, quand c'est commercial, hein, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter du cinéma français plutôt qu'un film ricain ou un film allemand, un film italien, etc. Eh bien, c'est qu'on a remarqué qu'on était les seuls à faire autant de cinéma audacieux. Donc, à partir de ce mot audace, on a été capable collectivement, avec des gens aussi différents qu'un grand producteur chez Gaumont ou un jeune réalisateur de court-métrage, capable d'aller vendre l'audace au monde entier. Et beaucoup de gens reconnaissent la France comme étant un pays très audacieux. Parce qu'on est audacieux dans notre cinéma, on l'est également dans notre manière, par exemple, de produire la gastronomie française, de faire des macarons Pierre Hermé, qui sont sans doute un des produits sucrés les plus vendus au monde. D'être également capable de faire émerger Chanel, le monde du luxe. Voilà, on est des numéro 1 mondial dans tous ces domaines. De créer de la musique comme les Daft Punk, comme la French Touch, etc., etc. Donc c'est vrai que ce concept de pays, de nation capable d'être inventive, on est le pays des créatifs, on est le pays vraiment de l'audace créative. Qui va loin, parce que l'audace créative, ça va jusqu'à fabriquer des prix Nobel de mathématiques. Vous voyez le nombre de prix Nobel d'économie, de maths. On a une école de maths et d'économie absolument incroyable. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant de se dire qu'à partir de 2 mots, de dire l'audace d'un côté, osons faire des trucs dingues, des trucs de barge, des trucs, même des films hallucinants, des films en noir et blanc, où personne ne parle. Ça s'appelle The Artist et le mec, il va gagner des Oscars. Tout le monde pensait que ça allait jamais marcher. Donc voilà, j'ai plein d'exemples comme ça de gens à qui on a dit ça ne marchera jamais. Et non seulement ça marche, mais ça conquiert le monde entier et ça va gagner des prix partout. Donc l'audace à partir de ce mot-là et à partir d'un constat de se dire, quand on parle au cœur des gens, on arrive à quelque chose
d'humain. Et peut-être même qu'on crée un monde un peu plus humain au total. Donc, vous voyez, je suis encore très, très passionnée. Je pourrais être encore à la tête d'Unifrance, mais je trouvais que ce job était absolument passionnant. Ça a duré combien de temps ? 6 ans, #job de rêve, vraiment. Ouais. Vraiment. Et à la fois avec ces notions économiques, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de gagner des parts de marché et cette dimension artistique et cette capacité de parler au monde entier, de travailler avec des Mexicains, des Espagnols, etc. Et de se dire que eh bien oui, c'est vrai qu'on est le 2e exportateur mondial de films. Bien sûr, très très loin derrière tout ce que peut vendre Tom Cruise, etc. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des gens comme je les ai cités, des gens comme Godard, tout le cinéma qu'on est capable de produire, c'est formidable. Ouais. On nous envie. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les gens de Netflix et c'est eux-mêmes. Ted Sarandos un jour m'a dit, mais vraiment, vous avez les meilleurs scénaristes d'Europe. Les Italiens n'écrivent pas comme vous, les Allemands font pas la même chose que vous. Elle a pas dit c'est il ou elle ? Le patron de Netflix, pardon. Ouais. Il n'a pas dit du monde, il a dit d'Europe. D'Europe, ouais. Non, les Américains restent quand même loin devant. Quoi. Ah bah oui, ça reste un Américain. Non, mais ils sont très forts aussi. Mais ils sont très forts dans leur domaine. Et nous, on est capable vraiment de leur apporter quelque chose en plus. C'est ça qui est bien. Et de travailler ensemble. Oui. Et puis de montrer, plus on va montrer notre différence, plus on sera fort. C'est ça qui est intéressant. Pas copier forcément les Américains. Quand tu parles que les Français parlent au cœur et tu parles d'audace, très concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour aller vendre plus de films aux Américains et dans le reste du monde ? On organisait plein de choses. Alors, il y a beaucoup d'actions de communication, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de festivals. C'est imaginer une bonne quinzaine de festivals à chaque fois. Dans le monde entier ? Dans le monde entier. Donc, quand on va, on fait venir Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, mais pas seulement. Festival de cinéma à Tokyo, oui, il y avait une quinzaine de festivals de cinéma un peu partout, à New York. Être capable de se dire, si on veut vraiment cartonner avec notre festival de cinéma à New York, faisons venir le mec qui, en ce moment, à New York, est un mec influent. On a fait venir Pharrell Williams, grâce à Pedro Winter. Voilà ce genre d'idée. Mais c'est vraiment avec peu de moyens, mais c'est ça que j'aime bien. C'est comme ce qu'on faisait à Canal, c'est vraiment de la bricole. On va aller chercher la meilleure idée, bam, bam, le plus bam. ambitieux possible à chaque fois et de viser la lune, quoi. Ouais. Et il ne faut pas forcément des millions de dollars pour ça. Oui, bien sûr, si on avait des millions de dollars, on prendrait des pages et des pages partout. Enfin, pas dans la presse, pardon. Les gens lisent moins la presse. Mais on pourrait déployer une force de frappe. Bien sûr. Mais mais après, je ne dis pas non plus qu'on a révolutionné les choses. Je reste humble, mais je pense qu'on a quand même progressé. Puis là, pour moi, je vois juste que quel est le cinéma qui cartonne aux Oscars depuis 5 ou 10 ans et au Festival de Cannes et à la Mostra de Venise. Franchement, dans les 3 plus grands festivals du monde, dans les 3 plus grandes compètes du monde, il y a des films français, il y a des auteurs français, mais pas seulement. C'est pas juste des auteurs, il y a des femmes, parce qu'on est un des rares pays au monde à avoir des femmes réalisatrices. Et on a des histoires qui sont pas comme les autres, qui sont assez dingues, qui sont subversives. Le pouvoir de la subversion et de l'audace, c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on n'est pas obligé d'être formaté. On est toujours dans le cadre et le hors-cadre. Si vous sortez du champ, si vous sortez du cadre, si vous osez, vous y arrivez. Et c'est ce que je vois, moi, en ce moment. Je suis désolée de revenir. Vous pourrez couper. Tu pourras couper. Mais c'est vrai, quand je vois ce qu'a dit Moussa Camara l'autre jour, il recevait l'Ordre national du mérite. Il a dit « osez ». C'est parce que vous osez que vous y arrivez. Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que les gens disent « mais elle a fait de la radio, Canal, machin, je sais pas quoi ». Mais non, mais c'est le même fil directeur. Depuis que j'ai 22 ans et que j'ai commencé la télé, ou depuis le premier jour où j'ai mis un pied à Canal, c'est la même chose. Et je ne suis pas la seule à adopter cette recette. Je pense qu'effectivement, je vois bien un Alain Chabat, un Jamel Debbouze, etc. Ils fonctionnent de la même manière. Ils mettent du sens, ils font des choses avec de l'audace, du sens, de l'humour, etc., etc. Quand tu arrives chez Unifrance ou quand tu arrives à la fondation BNP Paribas, c'est quoi les 100 premiers jours ? Comment tu prends en main ce job, ce poste ? Je prends pas en main, je regarde et j'écoute. Je regarde et j'écoute. On m'a donné le luxe aussi, on m'a dit pendant 6 mois, tu peux aussi regarder et écouter. Donc j'ai pas fait tout de suite, j'ai écouté, j'ai parlé avec beaucoup de gens, mais tous les gens, enfin pas que les chefs. J'ai discuté même avec des gens qui étaient à l'agence de Sartrouville, où ils étaient 3 dans la banque, dans l'agence. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est combien de personnes la fondation ? 187 000 personnes, 64 pays. 54 000 salariés en France. Attends, là c'est BNP. BNP Paribas. BNP Paribas, tu m'as fait peur. Putain, la fondation. Ouais. C'est énorme. Ah ben là, il y aura moins d'injustice. Ah ouais, là t'aurais les moyens là. Ah la vache. Ouais. Okay. Non, on est une petite quinzaine de personnes. Ah. Et... Okay. Tout de suite ça. Ok. Donc à l'échelle du groupe, voilà. Ouais. Mais ouais, on arrive à faire pas mal de choses quand même. D'accord. Ouais. 15 personnes qui sont basées à Paris. À Paris. D'accord. Ouais.
Après, il y a 13 fondations, 14 même maintenant. Il y a une nouvelle fondation au Portugal. Il y a une fondation en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, etc. D'accord. À chaque fois, vous ouvrez une Voilà, il y a fondation plusieurs par pays. fondations Ok. qui nous aident aussi à bien ancrer la philanthropie telle qu'on la voit, nous, dans tous ces pays. Et puis après, le mécénat se fait aussi en dehors des fondations et on travaille donc avec la 60aine de pays dans lesquels on est installé, où à chaque fois, on essaye d'aider des associations avec un impact social et environnemental. D'accord. Ok. Donc là, comment on s'y prend? On commence par quoi? Observer, écouter, je l'ai dit. Et ensuite, on fait un plan stratégique et on se dit voilà comment je vois les choses. Si on veut avoir plus de visibilité, plus de lisibilité, si c'est ce qu'on veut, mais surtout plus d'efficacité, plus d'impact. Voilà ce que je vous propose. Et j'ai fait un plan, un plan stratégique à 3 ans, comme j'ai fait un plan stratégique quand je suis arrivée à Unifrance. Avec des causes bien particulières. Les causes de la BNP, c'est quoi? Alors, environnement, solidarité, culture, pas forcément dans cet ordre, puisque la solidarité arrive en numéro 1 avec cette obsession qui est aider la jeunesse, aider, supprimer les inégalités, aider l'égalité des chances. Et du coup, j'ai fait une base de travail, un plan à 3 ans, un plan stratégique. Et là, tu as un mandat quoi? Tu as un mandat pour 3 ans, pour 6 ans, ou c'est à vitam aeternam? Enfin, en tout cas, c'est pas à vitam, certainement pas, parce que la première connerie, je pense que on me dira au revoir et merci, retourne à la radio. Non, j'ai la chance d'avoir un CDI. Donc pour l'instant, je crois qu'on me fait vraiment confiance. La preuve est qu'effectivement, on était 15 et je dois dire que maintenant on est 20, puisque j'ai récupéré un petit peu plus d'attributions. J'ai désormais la gestion du mécénat de compétences. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir, avec plus de fondations, un peu plus d'impact, de diffuser en fait cette culture du mécénat. De se dire qu'on peut être une grande entreprise, on peut être une grande banque, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est d'être une banque engagée. Aujourd'hui, on ne peut pas être une grande entreprise de taille internationale sans se dire qu'il faut des engagements forts et se dire qu'il faut avoir un impact surtout sur la société, d'essayer de résoudre ce qui ne va pas dans la société et ce qui ne va pas dans l'environnement. Parce que le climat, effectivement, est une épée de Damoclès que nous avons tous au-dessus de nos têtes. Et une entreprise qui aujourd'hui ne cherche qu'à faire des profits, comme on l'a appris en cours d'éco quand on était en seconde ou en troisième, ça, c'est la théorie de Milton Friedman, mais c'est plus le 21e siècle. Ça, c'est 20e siècle. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, pas que Thierry Marx, pas que plein de gens, effectivement, qui dirigent des grosses boîtes, et notamment des boîtes qui ont la pratique de l'inclusion, etc. Mais de se dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut être qu'une entreprise engagée, je pense que ça, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a un contre-récit, bien sûr, qui nous arrive des États-Unis, qui nous dit qu'effectivement, l'engagement, non, diversité, inclusion, non, RSE, non, etc. Mais il faut tenir bon, se tenir droit et de se dire que c'est le bon sens, de se dire que dans une société où les gens se parlent, hommes, femmes, ou vieux, jeunes, ou différents, on n'est pas tous de la même couleur de peau, pas tous de la même religion, etc. Mais on a tous intérêt à être dans un monde plus solidaire et c'est comme ça qu'on fera des profits. Si le but quand même des entreprises est de faire du profit, et heureusement, ça crée des emplois, etc. Mais faisons-le de manière soutenable, avec une préoccupation, ne pas mettre des polluants justement dans n'importe quel produit, ne pas faire n'importe quoi, ne pas produire n'importe quoi, n'importe comment, avec de l'éthique, de la responsabilité, de l'engagement. C'est la seule manière aujourd'hui d'être dans une entreprise, qu'on soit salarié ou qu'on soit dirigeant de cette entreprise. Très bien. Tu peux nous parler un petit peu des choses que vous avez faites, peu importe franchement, déclinons à chacune des actions que vous avez fait récemment. Je ne vais pas sinon on est encore là jusqu'à minuit. Ouais. Je vais surtout vous dire les plus emblématiques. Et là, vraiment, où on se dit, on change la vie des gens. Moi, je dirais juste, s'il y a un seul programme que je pourrais citer aujourd'hui, ce serait Odyssée Jeunes, qui est le programme qui permet, pour les 137 collèges qui sont en Seine-Saint-Denis, de payer des voyages scolaires pour des jeunes qui n'ont pas le moyen de partir soit en vacances, soit en voyage scolaire. Et rien que ça, je pense que ça change la vie, je l'ai vu dans les yeux des gamins, de se dire 137 collèges quand même, c'est bien. On n'est pas juste à 20, mais à la limite, on en aiderait 20, ça serait très bien aussi. Mais de se dire, voilà, il y a vraiment plusieurs milliers de jeunes qui, chaque année, partent en voyage scolaire. Ouais. Souvent, ils ne partent pas en vacances. Il y a aujourd'hui en France 1 jeune sur 2 qui ne part pas en vacances. Et donc, ils sortent du quartier pour la première fois, ils découvrent des trucs, même s'ils restent en France, mais ils sont tellement heureux de découvrir Avignon ou les bords de mer en Bretagne, etc. Ils apprennent des choses, donc découverte, curiosité, apprendre. Ils vivent ensemble et c'est un voyage qui, à 100%, transforme leur vie. Il y a, de manière un peu similaire, un autre programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Résidence Pro. Il a été inventé
Il est né dans la tête de Sam Sturze, qui est l'extraordinaire patron de la Villa Médicis à Rome. Et il fait voyager des élèves des lycées pro. Il les fait venir 5 jours à Rome, à la Villa Médicis. Et travailler toute l'année sur un chef-d'œuvre et sur ce qu'ils ont appris en allant à la Villa Médicis. Voilà le genre de programme dont on est très fier et qui illustre de manière très symbolique ce que l'on fait, changer la vie d'un jeune qui, a priori, est mal barré dans la vie. L'idée, c'est que c'est des porteurs de projets qui viennent vous voir, qui viennent taper à votre porte et qui vous proposent des actions. Il y a un peu des deux. Ouais. Soit il y a des gens qui frappent à notre porte, et il y en a beaucoup. Je suis madame non, 9 fois sur 10. Je suis obligée de répondre non parce qu'on n'a pas tant d'argent que ça. Et voilà, Mais comment tu choisis les projets d'ailleurs ? Sur des critères. Qu'est-ce qui est efficace ? Innovation sociale, impact. À chaque fois, la même chose. Et bien sûr, je ne suis jamais seule à décider. On décide en COMEX. Il y a plusieurs comités. Et c'est COMEX, c'est une fois par an, c'est 2-3 fois par an, voilà, avec des différents comités, etc. En sachant que vous avez un gros budget quand même. Enfin, c'est quoi ? C'est 40 Ah non, on a un budget qui est entre 15 et 18 millions d'euros pour la France. Et après, bien sûr, le mécénat monde. Voilà, et suivant les années, entre 70, 80, 90, il y a même eu des années où on était à 100 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est assez significatif, mais c'est à la hauteur de ce qu'est et des résultats de la première banque européenne. Et c'est également dû à des enveloppes exceptionnelles. Donc par exemple, quand il y a eu le Covid, on a lancé une enveloppe exceptionnelle. D'accord. Pour répondre à toutes les associations, tous les publics fragilisés. Quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, pareil, on a mis un nouveau chèque sur la table. On a fait un plan précarité jeunesse au moment où vraiment on s'est dit la rentrée scolaire va être très dure. Et là encore, c'est le cas. On recommence parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne mangent pas à leur faim, qui ne se soignent pas comme ils devraient, etc. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'une personne sur 2 qui va au Resto du Cœur a moins de 26 ans. Voilà le pays dans lequel on vit. Quand on parle d'injustice, quand on parle d'agacement, il y a de quoi être énervé, agacé. Ce n'est pas normal, là aussi. Il faut que les jeunes, aujourd'hui, puissent se nourrir. Il y a trop souvent, moi, des situations où je me retrouve à aller en visite dans un collège ou dans un lycée et on me dit un tel n'a pas mangé ce matin ou un tel n'a pas les moyens de se payer la cantine. Voilà. Et ça, c'est la 5e ou 6e puissance mondiale. Pourquoi ça se dégrade ? Ça se dégrade parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, vivent... Il n'y a pas plus de pauvres, mais il y a des gens qui vivent mal avec l'argent qu'ils ont. C'est-à-dire que les pauvres, aujourd'hui, il y a 10-15 ans, les pauvres étaient des gens qui n'avaient pas de travail. Et aujourd'hui, les gens ont un travail, mais ils sont quand même pauvres. Ils sont dans des situations précaires. Donc voilà, donc il faut... c'est multifactoriel à chaque fois. Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules, dont les pères sont partis, ne donnent pas forcément de pension alimentaire. Les femmes ont souvent des emplois moins rémunérés, à temps partiel. Donc voilà, tout s'explique. Il y a des explications mathématiques. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est trouver les mêmes solutions mathématiques pour résoudre cette inégalité. Mais on peut y arriver, hein, pas juste en distribuant. Alors, c'est très bien les paniers du Resto du Cœur. Mais ce qu'il faut, c'est appliquer une autre méthodologie. Je vous ai parlé de l'innovation sociale. Oui, je voulais en venir. Un exemple, c'est le changement systémique, de se dire, c'est vraiment le proverbe, hein, c'est bien beau de donner du poisson, mais il faut aussi apprendre à pêcher. Donc voilà, c'est ça le changement systémique. Donc on donne les paniers du Resto du Cœur, mais par ailleurs, on va tout faire pour que cette personne qui vient chercher son panier repas puisse avoir un job mieux payé, puisse avoir accès à une formation, puisse avoir accès peut-être à l'apprentissage de ce qu'on appelle les codes. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'effectivement, il faut se conduire comme ça, parler comme ça quand on est salarié d'une entreprise, etc. etc. Voilà. Ce qui compte, c'est pas forcément choquant qu'il y ait plein de gens qui soient livreurs de pizza. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils soient Uber Eats à vie, quoi. Ça, c'est pas normal. On peut faire Uber Eats, effectivement, et très mal gagner sa vie. C'est des conditions horribles. Je demande à tous les gens qui écoutent ce podcast de donner 5 € de pourboire à tous les livreurs Uber Eats, etc. Mais si on le fait que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Et après, on fait autre chose. Il faut que le livreur Uber Eats il puisse faire autre chose, qu'il soit... chef de rayon ou je sais pas quoi. Après, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait de la mobilité. Il faut que l'ascenseur social puisse fonctionner à plein. Et il ne fonctionne pas dans notre pays. Quand on est à telle situation, dans un tel niveau de pauvreté, bien souvent on le reste. Et en plus, on vous met la tête sous l'eau. Et non seulement, c'est une accumulation de problèmes. Vous vous nourrissez mal, vous achetez de la merde au supermarché, vous n'avez pas le moyen d'acheter bio, vous n'avez pas le moyen de vous soigner, donc vous tombez malade, vous n'avez pas accès à la culture, donc votre horizon se rétrécit, vous gobez n'importe quelle bêtise qu'on vous raconte, une info sur 2 sur TikTok est fausse. Voilà, donc c'est une accumulation de problèmes sur toujours les mêmes. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ouvrir les portes, les fenêtres, et taper un grand coup parfois dans la porte. Et... Mais moi, c'est toujours...
vu de ma lorgnette, ça me paraît tellement complexe comme sujet. C'est complexe, mais c'est faisable. Ouais, c'est complexe, mais c'est faisable. Tous les ministres, ils ont eu un jour ou l'autre sur leur dossier, sur leur bureau, des dossiers où il y a écrit problème. Et puis l'autre pile, il y a écrit solution. Franchement, pour qui a fait des études, non, changer la vie des gens, c'est pas compliqué. Je vous ai parlé des voyages scolaires. On les a, les solutions. On sait bien qu'un jeune qui sort du quartier, qui va voir autre chose, qui a éventuellement même un mentor, tout d'un coup, ça lui ouvre des horizons et il va un peu mieux. Enfin voilà. Oui, c'est pas très compliqué à mettre en route. C'est pas super compliqué. C'est complexe, mais c'est pas super compliqué. Qu'est-ce qui est complexe ? Ce qui est complexe, c'est effectivement que c'est pas si simple de mettre en place une armada de mentors. Et on a beau le dire et le redire aux gens. Est-ce que vous pourriez consacrer juste 6 mois de votre vie à aider un petit jeune qui habite, ça se trouve, 2 rues à côté de chez vous ? Voilà. Si le monde irait mieux, il y a un type qui s'appelle Stéphane Trépose qui a fait une très bonne chronique sur LinkedIn qui est là-dessus. C'est faisons des conventions citoyennes à l'échelle locale et régionale. Voilà. Et uniquement à l'échelle de chaque petite ville, on va essayer de faire en sorte qu'un tel, dans telle boîte, salarié, il aille aider le collégien un peu en difficulté, etc. Non, c'est complexe parce qu'il faut le mettre en place. Mais il faut de la volonté. Oui. Qui, aujourd'hui, a de la volonté ? Plein de bénévoles. On est le pays en Europe où il y a le plus grand nombre de bénévoles. Il y a 20 millions de personnes qui sont bénévoles. J'adore aussi cet exemple aussi. C'est Élise Armand, qui est chez BNP Paribas, qui dit souvent les Français, ils adorent chanter. On a 6 millions de personnes qui sont dans des chorales. 6 millions ? Ouais. Donc, avec cette nouvelle-là, on peut se dire qu'on peut avoir une société quand même un peu plus... Voilà, et s'ils chantent ensemble, on pourrait peut-être vivre ensemble et moins se chamailler. Voilà. Mais donc voilà, complexe, compliqué, problème, solution, on peut y arriver. On les a, les solutions. Mais toi, pourquoi tu fais pas de la politique ? Parce que je fais de la politique. Tu fais déjà de la politique. Je pense qu'être dans une fondation, diriger une fondation, c'est faire de la politique. Tu fais de la politique au Ballway parce que tu diffuses des informations sur des gens audacieux et innovateurs. Tout le monde fait de la politique. Une infirmière fait de la politique. Une institut fait de la politique. Un gardien de la paix fait de la politique. S'il choisit d'arrêter quelqu'un qui a une peau basanée tous les jours, s'il en arrête 10 tous les jours dans le métro, au lieu d'arrêter un petit blanc ou je sais pas quoi, ou d'aller faire autre chose de sa vie, franchement, tout le monde fait de la politique. C'est vraiment une question de choix. C'est une question de courage. Voilà. À une époque, dans les années 40, il y a des gens qui dénonçaient les Juifs, il y a des gens qui les sauvaient, c'était les justes. Voilà. Donc c'est une question de choix. C'est une question de choix. Donc de la politique, on en fait tous. Et les justes, ils ont fait de la politique. Et il n'y a pas que les ministres qui font de la politique. C'est comme l'intérêt général, tout le monde peut le faire. Pourquoi tout le monde s'est désintéressé de la politique alors ? Parce que peut-être les politiques n'ont pas fait exactement ce qu'ils devaient faire et parce qu'on n'a peut-être pas eu les bons rôles modèles. Mais si on explique aux gens que tout le monde fait de la politique, et faire de la politique, c'est juste aussi être conseiller municipal, il y a un type formidable qu'on est en train d'aider, je l'adore, c'est Raphaël Ruguet, qui a monté la Fédération des trucs qui marchent. Il est conseiller municipal dans sa petite ville d'Eure ou du Cher, je ne sais plus, quelque part. Ailleurs de Paris, en province. En province. Oh putain, alors là, on va se faire fusiller. J'assume. Je ne sais plus où il est. Mais bon, il est conseiller municipal. Moi aussi, j'habite en province, ça va. Mais regardez le site internet, la Fédération des trucs qui marchent. Voilà une bonne idée. Le mec, pour moi, il fait le boulot d'un ministre. Ouais. Mais il le fait à sa manière. Et à son échelle. Et vraiment, ça marche. Et ça, il fait bouger les lignes. OK. Mais comme les gens, j'ai vu, vous aviez interviewé Rose Beckery. Tu as fait... J'ai vu que tu avais interviewé Rose Beckery. Ouais. Ils font de la nourriture, ils nourrissent des gens avec des bons produits. C'est une manière de faire de la politique à l'échelle de la rue des Martyrs, à l'échelle du 9e. Pour les bobos, quand même. À 20 balles l'omelette. On les embrasse. The Ballway. Exactement. L'innovation sociale, revenons à ça. C'est comment est-ce qu'on innove dans ce... Comment est-ce qu'on innove dans ce monde en étant en équipe, en travaillant, en brainstormant, en s'appuyant sur les gens qui sont des innovateurs. Je pense notamment à la Fondation La France s'engage. Ils se sont spécialisés dans l'innovation sociale. Ils aident que ça, ils font que ça, ils bossent toute la journée là-dessus. Donc voilà, moi je vais toujours voir les experts, je vais toujours voir les meilleurs dans tel domaine. Bon, voilà, innovation sociale, je vais voir les meilleurs. Ashoka, Elsa D'Acosta, Ashoka fait de l'innovation sociale. C'est quoi Ashoka ? C'est une ONG. Qui est américaine. Il y a une antenne française dirigée par une fille absolument formidable qui a une patate d'enfer. Elle doit avoir une pile quelque part dans son dos, mais elle fonctionne de 7h30 du mat à minuit. Mais elle est bourrée d'idées et elle est la championne de l'innovation sociale, une des championnes. C'est quoi les mais vraiment, je reviens à cette idée,
pourquoi tu fais pas de la politique? Mais non, c'est pas ça. C'est Tout le qu'il monde faut fait de la que tout le politique. monde doit faire de la politique. Il faut mettre des panneaux, Ouais, t'es pas je obligé sais d'être pas, il faut encarté dire pour faire de la agissez politique, de ouais. code, nous mettre des panneaux, de dire oui, on peut changer le monde, oui, on peut rêver grand, on peut avoir des utopies, on peut... Oui, tout le monde peut faire de la politique. Il faut inciter les gens à ne pas être passifs, surtout. Et je pense que ce système qui, aujourd'hui, fait qu'on passe des heures et des heures, et moi la première sur Insta, sur les réseaux sociaux, nous rend totalement passifs. Comment on arrête Ouvrons ça? des livres, prenons des cahiers, des crayons. Comment on sauve notre voilà. jeunesse par rapport à ça? Comment on sauve notre jeunesse? Par rapport Pourquoi à il n'y a que TikTok des et questions Instagram. dures, là? Non, mais parce que le monde est complexe, Et ben Isabelle. voilà, on dit aux jeunes, donnez du pouvoir aux femmes, déjà, le monde irait beaucoup mieux, première chose. Non, mais d'accord, Lisez mais des livres, donnez du pouvoir aux aux artistes. Ok. Voilà. Moi, j'ai dit, mettez un artiste dans tous les COMEX. Vous allez voir, il y aura d'autres décisions qui vont être prises dans les entreprises. Rêvons, osons, Ils l'ont fait à BNP? audace, Ils ont mis audace. un artiste au COMEX? Pas encore. Non, Il y a beaucoup de femmes. mais non j'ai pas dit mon dernier mot. Ouais, Je suis là que depuis 4 ans. ouais. Il y a encore des trucs à faire. Quoi d'autre? Donc, des femmes, des artistes, Des femmes, des artistes, Ouais. des jeunes. des jeunes. Mélangeons-nous et osons. Audace, mélange. Voilà. Je suis moi-même issue d'un mélange et je vois bien à quel point ça peut être perturbant de se dire bouh, je suis blanche, je suis noire, je sais pas quoi, etc. Je t'ai pris la tête là-dessus. Ouais. Je sais pas. Et à un moment donné, quand on trouve, on se dit mais finalement c'est bien le mélange. Ouais. Et j'ai vu un jour comme ça un film, ça m'a ému aux larmes. Et à la fin, au générique, il y avait écrit je dédie ce film à tous les binationaux. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça me touche au cœur. C'est Hassan Guerrar qui a fait ce film. Je crois que le film s'appelait Little Algérie. Je voudrais rendre à César. Mais voilà. Et être binational, c'est pas qu'une difficulté. Et je crois que la solution, elle est là. Tu me demandes depuis tout à l'heure les solutions. Ouais. Bah, c'est ça. L'audace, le mélange. Mélangeons-nous. Allons vers les gens différents. C'est Lévinas, c'est vraiment le grand message des grands philosophes, c'est allons vers celui qui ne nous ressemble pas, parce qu'en fait, il nous ressemble. Et j'aime bien cette idée aussi d'aller vers ceux qui sont hors champ. Les binationaux, ils doivent se sentir les fesses entre deux chaises, etc. Ouais. etc. Non, mais justement, comment t'as répondu? Ceux qui n'arrivent jamais à rentrer en boîte de nuit. Tu vois, c'est ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, je veux qu'on s'intéresse à ceux-là. C'est ceux-là, Pourquoi ils y arrivent les pas? futurs ministres. Ouais. C'est celui qu'on n'attend pas. Celui où on pense il va rater. Bah non, voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Ouais. Mais comment t'as trouvé tous ta ceux réponse, qui sont toi? en dehors du cadre, Ouais. on devrait leur donner... C'est quoi ta réponse à je suis blanche ou noire? Je suis métisse. Ouais. Je suis issue d'une double culture et je pense que c'est une chance. J'ai mis du temps à le comprendre. Non, mais je pense comment que tu l'as c'est une compris, en chance. fait? Parce que est-ce que je suis blanche, je suis noire, est-ce que je suis binational, est-ce que je suis pauvre, est-ce que je suis riche, ma mère est pauvre, mon père est riche, c'est un bordel. Et tout le monde a des questions comme ça à se tirailler en permanence et à essayer de trouver la... C'est l'expérience. À force d'aller au cinéma aussi. Ouais. J'ai trouvé Ça beaucoup de s'appelle avoir, questions. 50 ans. Toutes les questions que je me suis posées, je les ai posées en tant qu'intervieweuse. Je suis devenue journaliste parce que je me posais des questions, donc je les ai posées à plein de gens. Et au cinéma, j'ai trouvé beaucoup de réponses. En fait. Okay. C'est l'école de la vie pour moi, le cinéma, vraiment. Ok. Quel type de patronne tu es, Isabelle? Je pense qu'il y a des choses que je rate. Je pense que je suis autoritaire. Je pense que j'essaye aussi de fédérer. J'essaye de faire de mon mieux. Et j'essaye surtout de dire aux gens, faisons ensemble en équipe, de ne pas avoir trop de hiérarchie, mais il faut quand même de la hiérarchie. J'essaye de déléguer. Je pense que je suis une patronne qui essaye de mettre de la fantaisie aussi dans son management, ce qui est très difficile dans une boîte où il y a beaucoup de process. Comme de la BNP fantaisie? Paribas. Ça veut dire quoi? De la fantaisie. De la fantaisie. Non, mais ça veut dire, t'as des exemples concrets? De lire un poème avant le séminaire, Voilà. De mettre de la fantaisie, d'écouter de la musique. Mais j'ai plus de mal, dans une boîte. À France Inter, on faisait des pots réguliers, vin rouge, saucisson, fromage, tous les 15 jours. C'est moins la culture, je pense, de grosses entreprises. Je faisais le café du lundi matin à Unifrance, qui permet d'échanger, d'avoir plein d'idées. On a vu plein de choses, on a vu d'expos, on a lu des livres le lundi matin. Je pense qu'on a un bon esprit. Et de rester effectivement de 9h à 10h30 à boire un café, à bouffer des croissants, ça peut être une manière de manager. Donc ça, j'aimais beaucoup. Mais il faut avoir le lieu. On n'était pas nombreux. Pic de glycémie aussi, après, pour être productif. La vache. Pic de glycémie, j'adore. Tu vas faire la sieste après. On a été hyper productifs, on commence bien la semaine.
Ok. Et trouver l'inspiration là où on pense qu'elle n'est pas forcément. Donc tout ce truc là de séminaire avec des gens qui sont payés pour animer des séminaires, non, voilà, on invite des artistes, des chercheurs, des gens qui viennent d'ailleurs, d'aller chercher l'inspiration avec l'autre. Allons voir des gens différents de nous. Et un jour, j'aimerais inviter justement une petite gamine de 6 ans à animer notre séminaire d'entreprise. Ouais, j'aimerais bien. Ça va être funky, hein. C'est drôle. Toi, t'es une meuf corpo, t'es une femme corpo. J'ai vu que tu avais fait un podcast sur le corporate. Parce que j'adore les filles corpo. qui m'ont interviewé. Ouais. Je ne sais pas si je suis corpo. Je suis venue sur le tard. Donc, non, mais t'es c'est la première fois que je suis monde. dans une boîte aussi importante que BNP Paribas. Ouais. Moi, j'ai toujours bossé dans des petites boîtes. Mais j'aime beaucoup les filles. J'aime beaucoup. C'est une sacrée bande. En tout cas, tu t'épanouis dans ce genre d'environnement aussi. C'est pas lourd pour toi. Non, c'est pas lourd. Non, franchement. Non, puis c'est là encore, moi je recherche que le pouvoir pour agir. Donc c'est devenu même la baseline de ce que l'on essaie de faire à la Fondation. C'est de donner du pouvoir parce que l'argent, c'est le pouvoir. Et du coup, de donner du pouvoir, c'est la meilleure manière d'aider quelqu'un. Voilà. Donner du si pouvoir. Si on veut que, je dis n'importe quoi, que la Croix-Rouge ait plus de pouvoir, il faut bien sûr lui donner de l'argent, mais lui donner du pouvoir, voilà, comme on l'a fait avec les Déterminés et plein d'autres associations qu'on aide, leur donner de la visibilité, du pouvoir médiatique, du pouvoir d'agir, du pouvoir d'influence, de prendre la parole partout où c'est possible, etc. etc. C'est quelque chose qui est très, très important. Ça fait partie vraiment de la solution. Quand on a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, si on veut le faire grandir, l'aider, voilà, la fédération des trucs qui marchent, on les a identifiés, ils font quelque chose de formidable. Visiblement, ils sont peut-être pas encore connus de beaucoup de gens. Et on les aide, on leur donne de l'influence, du pouvoir, voilà, extra-financier, pas seulement du pouvoir financier. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu leur envoies des consultants, des gens qui vont t'aider, des on leur dit, etc. tiens, tu devrais postuler. Ou par exemple, on aide beaucoup de femmes. On lui dit, tu devrais être femme Forbes. Voilà. Visiblement, il y a... Forbes Woman. Yes. Ouais. When you are a Forbes woman, you can get anything. C'est vrai. Non, mais si, c'est de la visibilité. Après, voilà, c'est un système médiatique. Comment mais c'est vrai que quand on a Forbes sa tête qui apparaît comme ça et plein de signaux où on obtient femme d'influence, femme Forbes, femme ceci, femme cela, ça te donne des Women's ailes. Forum, ça donne le pouvoir d'agir et d'aller voir d'autres fondations, d'avoir plus d'argent, etc. Moi, c'est quelque chose que je pratique et que je fais. En Toi, tout cas, t'es Forbes Woman aussi ? Non, moi, je suis dans le jury femme Forbes. Ouais. Moi, je détecte les gens qui peuvent être femmes Forbes. C'est mieux. Toi, tu es de l'autre côté. Tu as passé un cap. Ouais. J'ai l'âge. J'ai l'âge d'être dans le jury. Ouais. Mais c'est important de donner le passage de relais. Le passage de relais et de donner du pouvoir aux gens, effectivement, c'est ça. Donc, je reviens à la question. C'est une manière de faire de la politique, mais c'est une manière de placer les gens. Et une fois qu'on aura placé tous ces gens qui font effectivement de l'économie sociale et solidaire et qui pratiquent la philanthropie à grande échelle, etc., je rêve de ça, d'un monde où on les aura placés à tous les postes clés, peut-être que là, à ce moment-là, ça ira un petit peu mieux. C'est quoi Next Step pour toi ? Je déteste cette phrase, je n'ai pas de plan de carrière. J'ai l'impression que je parle comme dans un magazine féminin. Mais non, prendre du plaisir, continuer de faire des choses cool avec des gens cool, parce que j'aime beaucoup cette définition. Et comme j'aime beaucoup quand même interviewer des gens, peut-être qu'un jour ou l'autre, oui, je rêve d'une carrière à Laura Adler qui, voilà, à son âge vénérable, fait encore des émissions de radio et de télé. Qu'est-ce qu'elle a fait de choses aussi, elle, c'est incroyable. Ouais. Non, mais j'ai le sentiment que tu as encore envie d'avoir plus d'impact, donc plus de pouvoir, plus que tu n'as. Je pense que là, je suis arrivée quand même à un stade où j'en ai pas mal. Ouais. Et c'est fatigant même parfois, parce que là, voilà, ce matin, réunion, les Allemands, etc. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir. Ça ressemble à quoi d'ailleurs tes journées Là, par exemple, je suis arrivée en avance à The Bold Way. Donc j'étais pendant 1 heure en train de faire un plan strat justement pour essayer de mieux coordonner ce que l'on peut faire avec nos fondations, avec un plan femmes qu'on vient de proposer à 5 pays, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des femmes et limiter les violences faites aux femmes dans 5 pays. Et c'est également préparer le prochain COMEX de la Fondation. Voilà, c'est imaginer des choses sur du court terme, du moyen terme et du long terme, donc à 3 niveaux, avec les bons partenaires. Voilà. Essayer aussi de réussir, c'est très important pour moi, de réussir le 20 novembre, la cérémonie Projet Banlieue, où nous inaugurons le prix 12 France, avec des gens très chics, des gens cool, comme Leila Slimani, Pascal Blanchard, Martin Hirsch, etc., etc. Et Mokobé, tenez-vous bien, Mokobé, pour ceux qui connaissent 113, on est très très fiers de dire, voilà, on voudrait un prix qui s'appelle 12 France pour continuer de penser, comme Charles Trenet et comme Rachid Taha, qu'on peut vivre dans une 12 France. Et pour ça, on va donner des sous à une asso
qui fait de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Voilà. Donc ça, je suis très fière. Et ça, pour le réussir et pour faire en sorte que ce soit vu, connu, il faut un plan d'action sérieux. Un plan d'action avec des gens divers et variés, et notamment ceux qui nous écoutent en ce moment autour de nous. Mais voilà, il faut un travail d'équipe, il faut une équipe, une véritable équipe de foot. Ça ressemble à quoi? Il faut des samouraïs. Ouais, et là, le cinéma revient. Des gens vénères. Non, des gens qui ont. Et là, j'ai les images de cinéma. Voilà, tous les films japonais, vous voyez, où il y a des armadas, là, il y a des gens à cheval, ils sont des centaines, et les chevaux au galop. Mais c'est magnifique, tous pour la même cause. C'est quoi tes autres tips? Comment tu arrives à faire autant de choses? Ça ressemble à quoi tes journées? Je reviens à ça. On en revient à cette journée. Donc, je disais, voilà, j'arrive en avance. Donc, bref, je vais au café, j'essaie d'imaginer des choses. Mes journées, pas une journée se ressemble. J'essaie de démarrer en regardant des arbres. Donc, j'essaie d'aller courir dans un jardin qui est à côté de moi. Ou sinon, quand il fait moche, je vais dans une salle de sport. Tu as des systèmes quand même. Tu manges pas le matin. Ouais, mais bon. Oui, il faut être un peu un athlète, comme quand j'étais à Canal, comme Antoine Decaune. Il faisait du vélo tous les jours. À fond la caisse. Pour pouvoir faire pine d'huître, il faut faire du vélo. Il faut être un athlète de haut niveau. Pas boire trop d'alcool, avoir une hygiène de vie, etc., etc. Donc c'est pour ça que les gens qui disent vous faisiez la fête, je sais pas quoi, les saladiers de coke, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on n'aurait jamais pu faire cette télé-là. On n'aurait jamais pu faire Canal+ en France et ensuite en Pologne, en Italie, partout, conquérir le monde, aller parler avec les Américains, aller faire des deals avec Paramount, avec Warner, avec les plus grands d'Hollywood. On a fait des choses extraordinaires. On est parti d'une toute petite chaîne qui était à Paris 15e, rue Olivier de Serres. Quand je suis arrivée, j'ai vu 2 mecs en train de jouer à 4 pattes aux petites voitures. C'était Alain de Greff et Albert Mathieu. Je me suis dit, où suis-je? Dans un endroit où il y a des mecs bizarres, mais en même temps, ils font de la télé, ils s'amusent aux petites voitures, certes, mais en même temps, ils font des trucs vachement bien, ils bossent comme des dingues. Et voilà, on est parti de petit, on est arrivé loin, et voilà. Et ensuite, Bolloré est arrivé. Tout le monde est parti. Tout le monde s'est barré. Non, mais voilà, l'idée, moi, c'est ce que j'ai. Quand on vit des aventures extraordinaires comme celle-ci, une aventure médiatique incroyable, c'est de transporter un peu de cet esprit-là un peu partout. Donc, j'ai transporté l'esprit Canal à France Inter, j'ai transporté l'esprit Canal et France Inter un peu partout, notamment Unifrance. J'amène l'esprit Canal, France Inter, Unifrance chez BNP Paribas, et puis voilà. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je ne peux pas donner de conseils aux gens. Si le but est celui-là, d'expliquer mes journées, oui, c'est des journées qui ne se ressemblent pas, des journées où on doute. Voilà, il ne faut pas que les gens se disent elle réussit tout. Je déteste ces modèles-là. Ce sont les gens qui doutent qui réussissent. C'est peut-être quelqu'un qui a chialé la veille. C'est peut-être quelqu'un qui. T'as chialé. Ouais. Mais t'en as chié aussi avec tes gosses et tout. Élever tes gosses en parallèle d'une carrière comme ça, c'est dur. Ouais, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Voilà, on y croit, beaucoup d'optimisme aussi. Ouais. Et de légèreté. Et de légèreté. Et de la fantaisie. Moi, je crois qu'il faut chanter dans sa cuisine le matin. Bien sûr. Il faut danser. Tout à l'heure, tu disais... Est-ce que tu danses parfois? Est-ce que je danse, moi? Dans ta salle de bain? Avec mes enfants, je danse. Ouais. On danse, Un an? On met la musique à fond. Ouais, celui de 3, il est plus... Tango. Non, mais la petite, elle danse bien aussi, elle est rigolote. Non, mais c'est vrai que danser, ça fait beaucoup de bien. Le sport, tout ça. Non, c'est vrai qu'il y a cette idée de légèreté, je trouve qu'il est vachement important, de rire, de légèreté. La fantaisie. Parce que finalement, la vie est dure. La vie est dure. À tous les niveaux, enfin, pour tout le monde. J'entendais dans un podcast récemment que tu sois patron. Être patron, c'est dur. Être salarié, c'est dur. C'est quoi? C'était être en couple, c'est dur. Et être single, c'est dur. Ouais. En fait, il faut choisir sa bataille, sa dureté. Et chacun, effectivement, ça peut être des petits tips. Moi, je me rappelle aussi un jour d'avoir interviewé Inès de la Fressange qui, sous ses allures de mannequin, etc., parisienne, a souffert aussi dans sa vie avec la perte du père de ses enfants. Mais du coup, elle me parlait beaucoup de la fantaisie qu'elle essayait de mettre au quotidien en élevant ses enfants, justement en faisant une boum tout d'un coup dans sa cuisine avec ses 2 filles, etc., etc. Et je me souviens aussi que Ariel Wiesman et Édouard Baird faisaient la boum du jeudi à Canal dans un tout petit bureau de 20 mètres carrés où tout le monde s'entassait et pendant 1 heure, on dansait, on mettait la musique à fond et après on allait à l'antenne, on allait à nulle part ailleurs et chacun faire ses émissions. Mais du coup, voilà, c'est des petits tips où on se dit que la part de rêve, d'audace, de fantaisie, de légèreté peut vraiment beaucoup améliorer ça peut faire beaucoup contre la dureté de la vie et ça rend imaginatif, ça rend créatif. C'est clair.
Tout à l'heure, tu disais, et j'ai voulu poser ma question, mais tu as tracé, c'était de réduire la violence faite aux femmes. Comment on prend le sujet? Là, typiquement, vous avez un plan d'action là-dessus dans 5 pays, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment on tacle le sujet? On commence Toujours pareil, on va voir les meilleurs. Donc moi, en France, on a été voir la Fondation des femmes, Anne-Cécile Meffer. On pense vraiment qu'elle fait un travail extraordinaire. Elle fait des choses qui n'ont pas été faites avant. Comme quoi qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un plaidoyer. Elle a réuni effectivement un certain nombre d'associations et elle fonctionne en fait en plateforme où elle va faire du plaidoyer pour toutes ces assos. Elle parle au collectif. Il n'y a pas 50 personnes qui parlent des violences faites aux femmes. Il y a une personne et qui va faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics parce qu'il faut suivre l'exemple des Espagnols qui ont vraiment réduit leur nombre de féminicides. Donc voilà, déjà, il y a une méthodologie qui a été mise en place. Et c'est vrai qu'elle a aussi sa manière de faire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que l'on peut faire pour réduire les féminicides, mais en tout cas, il faut mettre beaucoup d'argent. L'argent qui n'est pas forcément là du côté des pouvoirs publics. Et c'est là où on a besoin de tout le monde. C'est une responsabilité collective. Comment on peut supporter qu'une femme se fasse écraser par la voiture de son mari? C'est pas possible. Ouais, c'est clair. C'est quoi alors tes rêves pour la fondation là? C'est quoi l'ambition? C'est toujours plus. Oui, plus d'impact, réussir à faire en sorte que le monde soit meilleur, que les gens vivent mieux. Tout simple, c'est une ambition toute simple. Il faut faire des choix et c'est vrai que je pourrais te parler de l'environnement, de ce qu'on fait pour les chercheurs, pour les artistes. Je suis très fière de ce que l'on fait aussi pour le développement du hip-hop. On est devenu le premier Miss Scène du hip-hop, donc ça c'est très important parce que c'est l'excellence par la danse. C'est comment là aussi on essaye de tirer des jeunes élèves, notamment du lycée Turgot, vers le haut en leur apprenant 9 heures de hip-hop par semaine. Et de septembre à juin, on voit une différence. Ils sont meilleurs en hip-hop, ils devraient être super forts, mais surtout, ils ont de meilleurs résultats scolaires. C'est extraordinaire, le hip-hop, la manière dont on peut se développer et grandir grâce au hip-hop. Bah, c'est le sport, en fait. Ouais. C'est aussi une discipline artistique. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'environnement, on n'en a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous faites sur l'environnement? Alors, on a le plus gros appel à projet en France. Tous les 3 ans, on permet à des chercheurs d'obtenir une bourse. Le programme s'appelle Climat et Biodiversité Initiative. C'est un très gros programme puisque c'est 7 millions d'euros distribués à une dizaine de chercheurs qui vont pouvoir faire leur recherche. Franck Courchamp, un des meilleurs dans son domaine, il étudie les espèces invasives, les insectes, etc., la prolifération des insectes, qui est vraiment ce qui nous menace. Nous a dit, très gentiment, il a écrit sur LinkedIn, merci Franck, que s'il n'y avait pas eu la Fondation BNP Paribas, il n'aurait jamais pu mener ses recherches à bout. Donc voilà le genre de compliment qui explique ce que l'on fait. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais, ben voilà, je fais ça. On aide des chercheurs à aller jusqu'au bout de leur recherche. Parce que s'il n'y avait que l'argent public, ça ne suffirait pas. Il n'aurait jamais pu, Franck, devenir un des meilleurs chercheurs au monde. Donc voilà, c'est grâce à ces partenariats, ces nouvelles alliances, ces coalitions entre le privé et le public qui sont absolument essentielles aujourd'hui. L'argent de l'État ne suffit pas. Ouais. Comment tu mesures les progrès? Vous êtes très héroïste, j'ai l'impression, mais dans votre approche. Enfin, il faut qu'il y ait de l'impact, quoi. Oui. Ben, on calcule le nombre de jeunes aidés, le nombre de chercheurs aidés, le nombre de mouches sauvées. Non, je plaisante, pardon. Le nombre de... Non, mais venez le 20 novembre au Philanthrolab avec Mokobé, vous allez voir, on va tirer la nappe. Et lui, c'est un rappeur, c'est un peu comme les punks. Et franchement, on a envie de... Qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée? Eh ben, on va faire en sorte qu'il y ait une douce France. Ouais. Génial. Eh ben, écoute, c'est un rêve. Voilà, faut avoir des rêves. Si je suis invité, je viendrai. André Malraux, les grands rêves mènent aux grandes actions. Bien sûr. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, pour transmettre le relais... Une petite phrase encore qui aide le matin quand on se lève. Adélaïde Oval, avec un H comme ça, tout le monde peut regarder sur Wikipédia, qui était une grande résistante, qui s'est battue contre les nazis, qui n'était pas juive, mais qui a délibérément été enfermée à Ravensbrück, et qui a dit les grandes tragédies naissent souvent de petites lâchetés. Donc tout ça, ça incite le matin. On se redresse et on se dit, je vais essayer de ne pas être lâche, je vais essayer d'être courageux. Voilà. Et je pense que ça, si tout le monde se dit ça, ça finit par changer le pays. C'est clair. Pour transmettre le relais. The bold way. Ouais. Elle se fout de ma gueule, j'ai l'impression. Elle se moque du nom de mon podcast un peu, non? Qui souhaiterais-tu entendre dans The Bold Way, justement? Mike Tyson. Putain, il va me tabasser. Bruce Lee. Bruce Lee. Ça va être difficile de les interviewer tous les deux, je pense. Tu les as déjà eu?
Non, ni l'un ni l'autre, mais Ouais. j'adore les films de karaté, j'adore Bruce Lee. Mike Tyson m'intéresse aussi par Mm. sa carrière. Non, tu veux que je réponde de manière plus sérieuse? Moussa Camara, est-ce que tu as déjà eu Moussa Camara? Eh bien voilà. Moussa Camara. Voilà, j'aimerais Ouais. beaucoup que tu puisses l'interviewer. Qui est Moussa Camara pour ceux qui ne Il est connaissent à pas? l'origine des Déterminés, qui est Ouais. une magnifique association en France qui permet à des jeunes, notamment des quartiers, de monter leur entreprise. Très bien. Entrepreneuriat dans les quartiers. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. J'étais Merci ravi de de t'interviewer. Boldway. À bientôt. Au Merci. revoir. Merci à toi. Je suis Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. Retrouvez l'épisode en texte et en images sur theboldway.fr. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.